on vient de dépasser le million de téléspectateurs Ok. pour Wish, avant même la sortie sur France Télévisions. Il n'y a pas simplement des rigolos aux Antilles, où il n'y a pas simplement que de la violence aux Antilles. Ok. Il y a tout aux Antilles. Il y a des chefs d'entreprise, il y a de la culture très intéressante, il y a des grands musiciens. Et je pense toujours à cette phrase-là du président ghanéen qui disait que une personne qui a de la mélanine, peu importe où elle se trouve sur la Terre, elle sera jamais en sécurité tant que l'Afrique elle-même n'est pas forte, quoi. Une industrie où il n'y a pas de miracle. Hein. Ouais. Quand on regarde un film, on voit combien il a coûté. Ah ouais? Ah ben, On va faire des chefs-d'œuvre avec pas d'argent, peu d'argent. Ah si, tu peux faire un chef-d'œuvre avec pas d'argent, mais on voit que c'est un chef-d'œuvre qui a pas coûté grand-chose. Ce que j'ai envie de faire, moi, c'est de développer structurellement, économiquement, le cinéma régionalement aux Antilles. D'accord. Que si c'est pas nous qui valorisons qui nous sommes, si c'est pas nous qui valorisons notre culture, personne d'autre ne va le faire. Et que le premier public qui doit porter économiquement les œuvres culturelles, notamment cinématographiques, ça doit être déjà nous. Monsieur Julien Dalle, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Je suis très content de faire ce podcast ensemble. Et je vais commencer par remercier Keza, qui nous a mis en relation. Et quand elle m'a appelé, elle m'a dit tout de suite que ce serait pertinent qu'on fasse un podcast parce que la série Wish, qui est sur France Télé dorénavant, a quelque chose d'exceptionnel. Et elle dit c'est la première série de cette envergure-là, faite enregistrée et tournée en Guadeloupe, mais qui a vocation à se diffuser partout sur la Terre, j'imagine. Et forcément, quand elle a dit ça, et de la manière dont elle l'a présenté, je me suis dit, mais effectivement, c'est Kalimandjaro, c'est là où on doit recevoir ce genre d'initiative pour comprendre. J'ai écouté un podcast là que tu avais fait juste avant, et il y a cette dimension qui m'a beaucoup interpellé de transmission entre les différentes générations d'artistes. Et ça, je trouvais que c'était assez fort, et je pense que c'est quelque chose qui manque beaucoup, cette discussion entre les générations. Et donc, j'ai besoin je pense que notre audience aura envie de comprendre pourquoi cette série, comment ça s'est fait, qu'est-ce que ça doit changer, pourquoi est-ce qu'on doit aller la voir, pourquoi est-ce qu'on doit soutenir cette initiative particulièrement. Donc, merci d'avoir accepté cette invitation. Je suis très content d'être ici aussi. Voilà. Donc, j'aime aussi l'émission. Donc, merci. J'ai entendu des podcasts. Donc, je suis très content d'en faire moi aussi. Donc, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. La première question que je pose systématiquement à mes invités, c'est celle de l'ambition. Parce que quand on a commencé à faire ce podcast, c'est avec l'idée que les gens critiquent beaucoup l'écosystème en disant que on n'est pas suffisamment ambitieux, on veut pas porter de gros projets. Et moi, mon rêve, et toute l'équipe, on est dedans, c'est de impacter la jeunesse pour qu'elle se dise, mais attends, j'ai vu tel qui faisait des choses. C'est un être humain comme moi, 2 bras, 2 jambes. Eh bien, moi aussi, je peux me donner les moyens de faire des grandes choses. À ton niveau, à toi, quelle est ton ambition ultime? D'abord, en tant que professionnel du cinéma, et ensuite avec cette série, dans un second temps. Alors, moi, mon ambition, je suis un passionné de cinéma antillais, depuis tout petit. D'accord. Et de manière plus générale de cinéma afro. Et ce que j'ai envie de faire, moi, c'est de développer structurellement et économiquement le cinéma régionalement aux Antilles. D'accord. Ça, c'est vraiment l'ambition que j'ai. Ça, c'est la première. C'est-à-dire que depuis le cinéma antillais a une 50aine d'années, il y a de glorieux aînés comme Jeanne Passy, Christian Lara, etc., qui ont fait des magnifiques films. Et c'est vrai que on a réussi à faire des beaux films, mais on n'a pas encore vraiment réussi, localement, je parle, en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, par exemple, à structurer économiquement le cinéma. D'accord. C'est-à-dire que ce soit dans la musique ou dans le cinéma, il y a des étoiles filantes, des beaux projets qui passent de temps en temps, mais souvent les bénéfices vont ailleurs, ou alors les beaux films ne sont pas suivis de lendemain merveilleux, c'est-à-dire qu'il y a un beau film, mais l'industrie locale ne permet pas de se développer, les producteurs ne se développent pas et les jeunes ne peuvent pas trouver d'emploi. Donc moi, ma vraie ambition pour apporter une pierre à ce cinéma antillais, ça fait 20 ans que je fais des films, j'ai fait 3 longs métrages, maintenant je fais ma première série avec Wish, et l'idée vraiment, c'est d'arriver à ce que nous, producteurs, on arrive à tenir des projets d'ampleur. Wish est une série à 1,6 million d'euros. Donc c'est déjà un beau budget. Et j'aimerais qu'on puisse
tenir ces projets, les développer. Il y a des entreprises qui viennent de l'international ou de France hexagonale tourner aux Antilles. Ouais. C'est très bien. Mais ce que j'ai envie, moi, c'est que ce soit nous, producteurs antillais, qui puissions tenir les rênes de nos productions et qu'on soit aussi des gros producteurs qui tournent régulièrement. Et aussi qu'on soit les coordinateurs de notre distribution internationale de films. C'est-à-dire qu'on arrive à réinjecter les bénéfices de nos films dans la boucle économique et ainsi qu'on arrive à augmenter notre capacité de production cinématographique. Donc c'est vraiment j'ai envie de dire, le projet de ma vie, parce que j'ai toujours eu envie, en fait, de montrer, je suis guadeloupéen, donc de montrer mon peuple à l'image. Et puis j'ai envie vraiment aujourd'hui qu'on fasse de plus en plus de films, de plus en plus de films de qualité, et je pense qu'on est né sur un bon chemin. Et je vais rajouter une dernière chose, c'est que effectivement, je suis vraiment multi-origine, multiculturel, et j'ai de la famille en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. Et aussi, depuis quelques années, j'ai vraiment l'ambition de créer des ponts intergénérationnels, comme tu le disais, mais aussi entre les territoires. Par exemple, j'étais à Abidjan en avril pour faire l'avant-première de Wish, qui est sortie dans 23 pays d'Afrique. La série Wish. Et vraiment, j'ai compris une fois de plus en allant sur le continent que il y avait vraiment des liens à créer. Et j'ai envie d'avoir des artistes ivoiriens, comme le faisait d'ailleurs Christian Lara dans Wish saison 2, 3, etc. J'ai envie aussi d'aller tourner là-bas. Et donc voilà, l'idée c'est aussi de créer un lien entre la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, mais aussi entre les afrodescendants qui habitent en Île-de-France et qui habitent sur le continent. Et je trouve que Wish est l'un des projets qui pourrait permettre ça s'il perdure dans le temps. Donc voilà, donc c'est une belle ambition, parce que je trouve qu'il n'y a pas de plus beau projet. Nous les Antillais, on a eu un problème avec notre image pendant très longtemps. Tout à fait. Et le fait d'être sous-représenté, je pense que ça nous a pas fait du bien dans notre représentativité de nous-mêmes et dans notre identité. Et là, t'es obligé d'expliquer. Voilà. En quoi? C'est assez simple, puisque quand on marchait dans la rue, on était entre nous, on découvrait notre culture, mais par contre, dès qu'on allumait la télé ou dès qu'on allait au cinéma, on voyait des Américains ou des Français hexagonaux, on se voyait pas. Et les Américains, par exemple, ont réussi à donner une image d'eux-mêmes dans le monde à travers leurs films, et ça leur a donné, je pense, une énorme confiance en eux. Et c'est très simple, quand on va aux États-Unis, on met une caméra devant le visage d'un Américain, tout de suite il sera à l'aise pour nous répondre. Nous, c'est vrai qu'aux Antilles, quand on pointe une caméra sur le visage d'un Antillais, il est pas très à l'aise avec son image. Et moi, je pense que l'un des facteurs pour redonner confiance à un peuple, c'est de le montrer à l'image, de l'habituer à son image, et de voir qu'il sache aussi que ces images sont vues à travers le monde, que sa culture est appréciée. Et je pense que le cinéma, c'est un très très beau moyen pour faire connaître les cultures à travers le monde. Tout à fait. Et bon, on parle toujours du soft power. Je pense qu'en disant ça, on n'invente rien. C'est ça. Et ça a beaucoup d'utilité. Maintenant, la question que je me pose, c'est par rapport aux Antilles. Alors, on a reçu Sébastien Célestine ici, que tu connais peut-être. Tu le connais très bien. C'est un ami. Donc, on l'a reçu il y a pas si longtemps, et il nous parlait de la taille du marché caribéen. Il parlait de 40 millions de personnes. Mais si tu restes uniquement sur la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, c'est combien de personnes? 1 million. 1 million. Près de personnes. Donc ça fait un marché qui est très petit. Et comment est-ce que tu fais pour partir des Antilles pour aller conquérir le monde dans ces conditions-là? Moi, j'ai fait, donc, comme je disais, 3 longs métrages, et j'ai sorti notamment en 2008, donc il y a 17 ans, un film qui s'appelle Retour au pays. Conks. Les Conks, c'est mon premier film. Après, il y a Retour au pays. Après, il y a Secret Famille. Et quand j'ai sorti Retour au pays en 2008, donc qui est sorti aux Antilles, en France hexagonale, il a été acheté par une société qui s'appelle Côte Ouest, un distributeur, qui est un très grand distributeur de toute l'Afrique francophone, et il a eu un succès incroyable dans plusieurs pays d'Afrique francophone. Donc moi, il y a beaucoup de gens qui voient le marché comme un marché potentiellement caribéen. C'est-à-dire, il a raison, c'est à peu près 40 millions de personnes. Il y a 11 millions de personnes en République dominicaine, à Haïti, et puis il y a toutes les autres îles plus petites qui forment l'arc antillais. Effectivement, c'est un marché qui est proche de nous culturellement, parce qu'on est de culture caribéenne aussi. Moi, je vois plutôt un marché vraiment lié
à la francophonie d'afro-descendants. D'accord. Pour moi, mon marché, c'est Guadeloupe, Martinique, Guyane, la France hexagonale et l'Afrique francophone. Alors, on peut rajouter, bien sûr, si on commence à faire les doublages de nos films, c'est le cas pour Wish. On a débuté le doublage en anglais et en espagnol d'Amérique latine. Oui, là, on peut aller sur l'Afrique anglophone, sur les États-Unis, sur le Canada, où il y a une très forte communauté antillaise, par exemple, etc. Mais je pense que le marché culturellement de cœur qui nous ressemble le plus, c'est le marché avec les Antilles francophones, la France hexagonale et l'Afrique francophone. Et moi, je vais, comme je vous disais, en 2008, mon film était sorti en Afrique francophone et avait eu un très beau succès. Et je me souviens des réactions à l'époque, qui étaient passées à la télé pendant plusieurs diffusions. Et je me souviens à l'époque, les réactions qu'il y avait sont les mêmes que j'ai eues à Abidjan. Ça voulait dire que les Africains me disaient que quand ils voyaient un film, mon film, quoi, et les familles antillaises que je décrivais, ils avaient l'impression qu'on parlait de leur propre famille, qu'on parlait de leur grand-mère. Et je me suis rendu compte déjà à ce moment-là, que même si on a des accents qui sont un peu différents parfois, mais que culturellement, en fait, les familles se ressemblent et les histoires familiales se ressemblent. Tout à fait. Donc, moi, j'ai vraiment envie de continuer à développer ce cinéma. Et je pense qu'il y a beaucoup de médias qui émergent aujourd'hui, qui font on commence à avoir une communication dans nos communautés qui commence à devenir de plus en plus forte avec les réseaux sociaux et à bien informer les gens. Et je pense que, personnellement, je pense que notre marché cinématographique, il est là. Et en tout cas, c'est dans cette direction que je vais continuer à développer dans les années à venir. Nike, 2 milliards. LVMH, 7 milliards. Apple, 15 milliards. Consommer sans avoir des actions, c'est jeter son argent par les fenêtres. Et ça, c'est ce que vous apprend la Nekao School. Que vous soyez confirmé ou débutant, vous allez acquérir les connaissances pour avoir une épargne solide et pour faire quelque chose qui est fondamental, c'est-à-dire valoriser son patrimoine à travers 4 piliers. 1. Optimisation de tes finances. 2. Apprentissage du mode de fonctionnement des marchés financiers. 3. Compréhension de l'écosystème crypto. Et enfin, tout ce qui est lié à l'immobilier. Vous avez de la chance, vous êtes dans l'écosystème, vous êtes un auditeur du podcast Kalimandjaro. Vous avez, grâce à nous, une réduction de 10% sur la Nekao School. N'attendez plus, cliquez en commentaire et passez à un autre step, qui est celui de la valorisation du patrimoine. La communauté en a besoin. L'éducation financière a évolué depuis la Nekao de façon à ce que j'ai l'impression que ce n'est plus quelque chose qui est inaccessible. Enfin, une directive pour pouvoir organiser la gestion des comptes et ensuite la mise en place également d'un plan d'investissement aussi. Donc, c'est ce qui a permis qu'aujourd'hui, mes comptes se portent un petit peu mieux. Ok, on est dans ce que les start-upers appellent le time to market, quoi. On est vraiment dans la bonne période pour que il puisse y avoir un peu Daniel Yerso, je sais pas, tu vois qui c'est? Oui. C'est lui qui me parlait sur le podcast, il me parlait de commerce triangulaire à l'envers. Et il disait ce que devraient faire les entrepreneurs des Caraïbes, et notamment, il parlait des Martiniquais Guadeloupéens, il dit créer localement, lever des fonds dans l'Hexagone et ensuite diffuser sur le continent africain. Oui, j'ai énormément d'amis à peu près de ma génération, même des grands frères aussi, qui sont partis s'installer dans les pays d'Afrique francophone, que ce soit au Bénin, que ce soit au Sénégal, et bien sûr en Côte d'Ivoire aussi beaucoup. Et effectivement, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'échanges qui se passent aujourd'hui entre les Antilles et l'Afrique. Et puis les Antillais sont dans une période, je pense, de leur histoire où ils recherchent beaucoup à retrouver un petit peu leurs racines africaines. Et c'est vrai qu'avant, quand j'étais un peu jeune, petit, il y avait beaucoup de je sais pas comment appeler ça, mais il y avait peut-être un manque de confiance entre les Antillais et les Africains. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que la nouvelle génération n'a plus vraiment ça, c'est-à-dire qu'on commence à créer des liens forts, des liens économiques et des liens aussi personnels. Donc, je pense que c'est une belle période pour que les Antilles et l'Afrique se rapprochent. Et encore une fois, je pense que la musique l'a fait avec l'expansion de Kassav et de tous les chanteurs de zouk en Afrique. Nous aussi, quand on était jeunes, on avait beaucoup de chanteurs africains. Moi, j'étais fan absolu d'Alpha Blondy, d'Olivier Ngoma,
Monique Seka. Enfin voilà, on écoutait aussi beaucoup les chansons de chanteurs africains. Donc maintenant, je pense que c'est vraiment une période où on va raffermir les liens et je suis très heureux de vivre à cette période parce que ça me fait vraiment envie. Ouais. Ah, c'est beau. Et tu penses que c'est la musique qui a permis ça, cette connexion ou pas? Alors honnêtement, je saurais pas vraiment, mais ce que je peux dire, c'est que la musique déjà a permis de créer des liens. Ça, c'est indéniable. Aujourd'hui, le cinéma a permis aussi de créer des liens. Encore une fois, je vais citer Christian Lara, qui a fait venir beaucoup d'acteurs d'Afrique francophone dans ses derniers films, du Cameroun, je crois du Sénégal, de Côte d'Ivoire. Et puis, il a aussi tourné en Afrique. Donc, je pense que tous ces projets culturels sont déjà un vecteur qui rassemble. Je pense qu'économiquement, il y a quand même beaucoup de possibilités dans l'import-export. Ce n'est pas encore assez le cas, puisque tout le monde se demande pourquoi il n'y a pas encore des lignes directes entre les Antilles et certaines villes d'Afrique francophone. Il faut souvent passer par la France hexagonale, ce qui en termes de trajet d'avion paraît un peu bizarre. Donc je pense que voilà, dans les années à venir, il y aura très certainement une multiplication des échanges économiques entre les Antilles et l'Afrique francophone et qu'on va on va aller dans le bon sens. Et puis il y a une autre chose, c'est que il y a quand même un développement économique très fort, à mon avis, de beaucoup de pays d'Afrique francophone aujourd'hui. Quand même un boom économique sur certaines grandes villes, et je pense que ça aussi, ça attire énormément les Antillais pour venir découvrir l'Afrique. Non, mais je pense qu'on est dans une période particulière où tout le monde recherche ses racines. Certains voient ça comme du communautarisme, mais bon, pour nous, ça n'a pas une connotation négative, au contraire. Et dans cette période où chacun commence à chercher à se définir qui il est, eh bien, pour des personnes qui sont Antilles, mais aussi pour nous qui avons grandi en France hexagonale, quand on se retourne et qu'on cherche nos racines, bah forcément, on retourne vers l'Afrique. Ça, c'est la première chose. Et je pense toujours à cette phrase-là du président ghanéen qui disait que une personne qui a de la mélanine, peu importe où elle se trouve sur la Terre, elle sera jamais en sécurité tant que l'Afrique elle-même n'est pas forte, quoi. Parce que peu importe qui tu es rattaché au continent. Et si le continent n'est pas bien valorisé, eh bien toi-même, peu importe si demain tu te retrouves en Chine, tu te retrouves en Inde, tu te retrouves partout, eh bien on va te rattacher à cette absence de valeur. Donc on a tous intérêt à faire en sorte que l'Afrique soit valorisée, que nos peuples soient valorisés, parce que ça va être la condition de notre sécurité un peu partout sur la Terre. Dans cette dimension-là, le travail que tu fais, qui est de mettre à l'image cette diaspora, diaspora c'est peut-être pas le bon terme, en tout cas ces peuples afro-descendants aussi, eh bien ça contribue à ça, j'imagine. Oui, et puis dans ce que tu dis, tu as tout à fait raison, parce qu'en fait, c'est vrai que quand on était enfant, on avait très peu d'images de l'Afrique. Nous, on avait que 2 chaînes de télé en Guadeloupe quand j'étais gamin. Il y avait ce qu'on appelle RFO, c'était notre chaîne locale, et puis on avait France 2, c'est tout. Et donc, il y avait pas même les 6 chaînes là. Non, il y avait même pas les 6 chaînes. Ah, je savais pas du tout ça. C'est venu après, ouais. D'accord. Et même Canal+ c'est pas venu dès le départ en Guadeloupe, ils sont venus plus tard. Mais tout ça pour dire que c'est vrai que souvent quand on nous parlait de l'Afrique, c'était pour des projets humanitaires ou des choses comme ça. Et ma mère était ma gynécologue, et donc elle avait beaucoup voyagé pour faire des congrès au Cameroun, au Sénégal, etc. Et elle me racontait que quand elle allait là-bas, c'était pas du tout l'image qu'on en montrait dans les médias. Donc voilà. Donc et puis on a eu la chance aussi d'avoir énormément de médecins notamment, ou d'autres corps de métiers africains qui sont venus travailler. Donc les échanges se sont faits nombreux. Donc oui, aujourd'hui on se rend bien compte que l'Afrique est très développée, et effectivement ça nous donne une meilleure image, parce que les gens qui sont en Guadeloupe, on a plusieurs couleurs de mélanine en Guadeloupe, hein. On est plus ou moins métissés, mais on est quasiment tous afro-descendants. Et c'est vrai qu'avant, quand tu allumes ta télé et que tu vois des images d'Africains qui sont dans des projets humanitaires, dans des conditions difficiles, quand t'es afro-descendant, c'est l'image qu'on te donne à toi aussi. Donc tu as tout à fait raison. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de changer. Et nous, dans les images, ça c'est très important. Le cinéma que je fais est un cinéma qui parle de famille, de façon antillaise, on peut dire d'afro-descendants, de façon authentique.
Et puis, c'est aussi un cinéma où je mets dans mon cinéma en valeur, en fait, qui nous sommes. C'est-à-dire, il n'y a pas simplement des rigolos aux Antilles, où il n'y a pas simplement que de la violence aux Antilles. Okay. Il y a tout aux Antilles. Il y a des chefs d'entreprise, il y a de la culture très intéressante, il y a des grands musiciens, il y a etc. Donc, je pense que si on veut faire un cinéma global qui montre les Antilles, et si on veut nous-mêmes se valoriser, il faut qu'on apprenne aussi à se montrer. Je prends tout le temps l'exemple de la série Lupin. Lupin, c'est une série avec Omar Sy où on voit Omar Sy qui est après on aime ou on n'aime pas, mais on voit Omar Sy qui est extrêmement intelligent et qui arrive à faire tout un tas de choses, etc. Et quand on voit un afrodescendant qui est très intelligent à l'image et qui est capable d'aller dans les plus hautes sphères de la société, eh ben ça donne une image qui inspire. Tout à fait. Je me souviens qu'à l'époque où Obama avait été élu président des États-Unis, ils avaient dit que, par exemple, dans le film Bruce Tout-Puissant, ils avaient fait pour la première fois un noir qui était représenté en Dieu ou en président de la République. C'est vrai. Et que peut-être que toutes ces choses-là, dans l'inconscient, avaient fait comprendre aux gens que ce serait peut-être possible un jour. Et finalement, c'est arrivé. Donc oui, je pense que le cinéma, on a vraiment... En fonction de comment on montre nos peuples à l'image, je dis pas qu'il faut taire la misère qu'on a, parce qu'on en a aussi aux Antilles. Mais à un moment donné, moi, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment de montrer dans les films la Guadeloupe comme un écrin de tous nos savoir-faire. C'est le cas dans Wish, avec la musique, la danse, l'architecture, etc., tous les arts. Mais je pense aussi que dans Wish, on voit cette jeune femme de 25 ans qui est parachutée en tant que chef d'entreprise du plus gros studio des Antilles. Donc ça montre quand même forcément que même si la série montre toutes les difficultés qu'elle a, ça montre qu'on parle quand même d'une fille qui est intelligente. Et je pense que c'est important aussi de nous montrer sous notre meilleur jour, parce que si on nous montre sempiternellement comme des gens qui sont miséreux, violents, ou alors comme des gens qui ne savent qu'être pas sérieux, justement, comme on disait, coureur de jupons ou rigolo. On l'est aussi, parfois. Mais il faut... Comme tous les humains. Comme tous les humains. Mais à un moment donné, il faut qu'on se montre dans nos films tel que l'on est. C'est-à-dire, on est ça, mais on est aussi beaucoup d'autres choses. Enfin, dans la société, il y a ça, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Donc, c'est vraiment ce que j'essaie de faire dans mon cinéma, c'est d'être authentique avec nos sociétés. De décrire avec authenticité quelles sont les sociétés antillaises, quels sont nos petits trucs, quelles sont nos petites nos qualités, nos défauts, quelles sont nos interactions familiales, etc. Mais aussi de montrer qu'on est quand même un peuple de gens créatifs et qui savent aussi développer des choses. Et ça, je pense effectivement que ça a manqué, parce que pendant très longtemps, on nous a aussi montré avec des clichés. Quand on voyait un Africain ou un Antillais dans des films, c'était souvent soit le Francky Vincent qui dit dans la série Wish à Missy Sadi, qui dit mais nous on n'avait que 2 rôles dans la musique, soit on était des pantins, soit on était des bad boys, et même dans la société de manière générale. Donc voilà, c'est casser un petit peu ça, et puis d'essayer de nous montrer dans la diversité de ce que nous sommes. Mais justement, alors ce qui va être intéressant là, c'est de découvrir comment est-ce que tu l'as fait de manière concrète à travers tes différents films, et ensuite on va passer à Wish. Mais comment est-ce que je crois que t'as employé au moins 4 ou 5 fois le mot authentique. Vraiment. Oui, c'est ça. Donc, je comprends que c'est quelque chose qui est très important chez toi. Oui. Comment est-ce que cette authenticité et cette valorisation, tu l'as mise en œuvre dans chacun de tes films? Parce que on a parlé de Conks, on a parlé de Retour au pays. Après, t'as cité l'autre. Secret de famille. Secret de famille. Ouais. Et enfin, Wish. Donc, c'est ça. Mais dans mes 3 premiers films, c'est assez simple. Alors, pourquoi je parle d'authenticité? Je vais vous prendre un exemple simple. Aux Antilles, on parle créole. On parle pas créole tout le temps. Donc en fait, dans mes films, c'est très simple. Les moments où je sais qu'on aurait parlé créole dans notre vraie vie, il y a du créole. Les moments où on parle français, par exemple, quand on fait du business en entreprise, on parle rarement, voire jamais en créole. Voilà. Donc, dans mon film, je vais montrer simplement qu'on parle en français dans ces moments-là. Et d'autres fois, nous, qu'on parle créole, tu vois. Donc, c'est vraiment quelque chose qui essaie de montrer la réalité. Et pourquoi j'emploie ce terme-là? Justement parce que pendant 40 années, on a souvent été représenté avec des clichés, comme je le disais. Donc, il est important aujourd'hui de prendre la contrepartie et de nous montrer exactement tels que nous sommes. Et concernant nos 3 films, c'est très simple. C'est des thématiques, moi, qui me sont chères. Quand on grandit aux Antilles, souvent on part faire ses études
soit à l'international, soit d'ailleurs souvent en France hexagonale et notamment Paris. Donc en fait, mon premier film raconte l'histoire d'Antillais qui sont venus faire leurs études et qu'on voit à Paris. J'ai tourné mon premier film à Paris. D'accord. Voilà. Donc c'est un film sur la tolérance où voilà, on voit une bande d'amis antillais qui sont sur Paris, qui font les 400. Ça c'est mon premier film. D'accord. Le deuxième film, ça s'appelle Retour au pays. Donc c'est un Antillais qui retourne vivre en Guadeloupe. Donc le film est tourné en Guadeloupe. Et puis il retourne en Guadeloupe et il a évolué donc différemment pendant de nombreuses années hors de la Guadeloupe. Et il retourne en Guadeloupe, mais lui culturellement a changé. Donc quand il fait son retour au pays, il a beaucoup de surprises parce que c'est plus du tout la Guadeloupe qu'il avait connue ou qu'il avait fantasmé. Et du coup, lui, il a du mal à se réadapter à chez lui. Voilà. Donc c'est le thème du retour au pays. C'est le thème d'ailleurs, le film qui a beaucoup plu à l'Afrique francophone avec Firmin Richard, Laurent Herlon, Admiralty, Darkman, etc. Donc c'était en 2008. Et puis mon troisième film, quand j'ai fait le film Retour au pays, à l'époque j'avais pas fait mon retour au pays. Toi-même. Moi-même. T'habitais à Lyon, c'est ça, hein? T'as étudié à Lyon? J'ai étudié à Lyon, à Paris, j'ai vécu à Londres et j'ai fini à Barcelone, faire ma dernière mission avec Sony. Et après, j'ai fait mon retour au pays en 2012. D'accord. Et donc, je me suis dit que j'avais fait un film sur le retour au pays. Et forcément, il me manquait le film qui est complémentaire, j'ai envie de dire, au retour au pays. C'est que je voulais faire un film sur la diaspora antillaise qui, elle, n'a pas pu rentrer chez elle pour telle ou telle raison. Donc, j'ai fait Secret de famille que j'ai tourné à Londres et qui parle d'une famille jamaïcaine et guadeloupéenne qui vit à Londres depuis plus de 20 ans. Et donc, c'est l'histoire de cette famille qui est quelque part exilée loin de ses racines. D'accord. Voilà. Et donc, c'est un peu les thématiques qui me sont chères. J'aime beaucoup parler des familles antillaises. Et donc, Wish, c'est une série qui parle d'une famille antillaise qui est à la tête du plus grand studio des Antilles. Et cette série a la particularité, donc du coup, c'est toutes les histoires familiales, trahison, etc., etc. Mais c'est une série qui a la particularité d'avoir tous les artistes qui jouent leur propre rôle. D'accord. Les chanteurs, les humoristes, les gens de médias, les influenceurs, les créateurs de contenu et intergénérationnels. Mais il y a toujours effectivement ce dénominateur commun dans tous mes films qui est vraiment de parler des familles, parce que pour moi, tout part du cercle familial. Et toutes les vies qu'on mène et les histoires qu'on mène viennent souvent de ce qu'on a connu pendant l'enfance et puis de quel était notre cercle familial. Bien sûr. Je trouve ça assez passionnant de décrypter. Et quelle est la spécificité pour toi de la famille martiniquaise ou guadeloupéenne par rapport à la famille de l'Hexagone? Pour moi, déjà, on est une famille plutôt matriarcale. Tout à fait. Là où dans l'Hexagone, c'est plutôt une famille patriarcale. Alors les choses évoluent beaucoup en ce moment, hein, mais dans la société, mais je pense qu'il y a cet élément très fort, ce qu'on appelle la femme potomitan. Potomitan, exactement. Donc la nouvelle génération de femmes n'aime pas trop ce terme-là, parce que le potomitan, je sais pas comment on appelle ça, plus comment on appelle ça, mais c'était on parle de mama aussi parfois. Oui, de la mama, mais il y a cette notion du pilier de la famille, c'est le quoi. Pilier de la famille, voilà. Avec toute la charge mentale que ça implique aussi. Exactement, et je sais que la nouvelle génération de femmes n'aime pas toujours cette image, parce que c'est vraiment une image où le potomitan est en charge de tout, en responsabilité de tout finalement. Et effectivement, moi j'ai été élevé par énormément de femmes, puisque j'ai 7 tantes. Ok. Voilà. Et du côté de ma mère seulement, et j'en ai encore beaucoup d'autres en Martinique, j'ai de la famille en Martinique. Et voilà, donc j'ai vraiment pu observer dans toute ma famille, notamment dans toutes les familles, qu'on est vraiment une société matriarcale. Ok. Et pour moi, c'est important de le décrire parce qu'il y a une certaine beauté en ça, et je trouve quelque part, je vais peut-être pas me faire que des amis, mais je trouve qu'une société matriarcale a une certaine tendresse et une certaine force en même temps. Ok. Et c'est les personnages que j'aime décrire. Je vais prendre l'exemple de Firmin Richard, qui est mon actrice fétiche, avec qui j'ai déjà fait 2 films, une série, enfin 4 ou 5 tournages. Okay. Donc c'est l'actrice avec laquelle je travaille le plus depuis quasiment 20 ans. Et Firmin, pour moi, représente vraiment ce qu'est la femme antillaise, c'est-à-dire un caractère bien trempé, et puis de l'autre côté, une incroyable tendresse. Donc moi, je trouve que c'est assez magnifique. Je pense que c'est, encore une fois, assez similaire avec les femmes d'Afrique continentale. Et pour moi, c'est magnifique à décrire à l'image, et ça donne lieu à
on pourrait faire 150 films sur ça et ça donnerait des intrigues magnifiques et ça donne surtout des belles scènes de vie. Ouais. Donc voilà, moi c'est une société que j'aime, c'est mon peuple, les Antilles, et j'aime beaucoup décrire cette société matriarcale où l'homme, on parle de femme potomitan, mais où l'homme aussi a parfois un peu de mal à se positionner. Mais j'imagine. mais où l'homme aussi a sa force dans cette société. Donc voilà, pour moi les sociétés sont toujours. Quand j'ai travaillé 10 ans chez Sony et j'ai beaucoup travaillé en Asie, beaucoup travaillé dans des pays d'Europe. Au Japon, t'as dit, ouais. Ouais, au Japon, en Chine, etc., en Russie même. Et en fait, j'ai toujours observé qu'il y avait un rapport homme-femme qui était très distinct en fonction des pays. D'accord. Et très différent. D'accord. Et moi, je trouve que le rapport homme-femme chez les Afro-descendants est absolument passionnant. Et ça aussi, j'aime beaucoup décrire ça. Donc, au-delà de la famille en elle-même, il y a de façon sous-jacente le rapport homme-femme et puis aussi le rapport entre parents et enfants. Donc voilà, donc c'est vraiment, je pense, le cœur de mon cinéma de décrire un peu tout ça. Et alors, t'as attisé ma curiosité justement sur ce rapport-là homme-femme aux Antilles. Quelle est sa spécificité par rapport à l'Asie? Bah alors déjà par rapport à l'Asie, le Japon c'est différent de la Chine. Okay. Je dirais après c'est vraiment, j'aime pas parler de façon globale, mais par exemple au Japon c'est rare que les femmes travaillent quand elles sont mariées et même quand elles ont une très très belle carrière, dès qu'elles sont mariées, elles arrêtent de travailler, elles suivent leur homme par exemple. D'accord. Je dirais comme ça pêle-mêle. J'ai vécu en Angleterre et je trouve que dans le rapport homme-femme, les femmes ont beaucoup plus de poigne en Angleterre par rapport aux hommes. Okay. Et c'est vraiment cette génération Spice Girl par exemple où les femmes ont commencé, elles ont été assez novatrices d'ailleurs en Europe sur ça, à aller en soirée, à boire de la bière, même quand les femmes étaient très corpulentes, elles s'en moquaient, elles se mettaient avec des mini-jupes, etc. Et ça, c'est top. Et ça, c'est venu d'Angleterre, en fait, beaucoup plus tôt qu'en France. D'accord. Parce que moi, j'avais vécu à Paris juste avant, et à Paris, je voyais pas ça. Et en Angleterre, quand je suis arrivé, je me suis dit, waouh. Et donc, elles ont une certaine liberté. Liberté, c'est ça que je pense. Et du coup, ça influence sur le rapport homme-femme, parce qu'on voit souvent qu'elles sont souvent, pas généralisé, mais assez dominantes dans leur couple. Et voilà, donc il y a des spécificités entre peuples qui sont très intéressantes. Je parle encore une fois en généralité. Oui, non, mais alors, faut pas, voilà. Et puis bien évidemment, ça me passionnait de comparer ça avec la Guadeloupe où j'ai grandi et voilà. Donc non, il y a un vent effectivement aujourd'hui d'émancipation de la femme qui est très intéressant à observer. Et moi, je pense qu'on est une génération où le positionnement est un peu flou pour tout le monde. On sait pas trop où on va. Tout à fait. Mais je pense que dans une génération ou deux, tout ça va se rééquilibrer et qu'on trouvera un modèle résultant qui sera positif pour tout le monde. Je pense qu'on est dans une génération où tout le monde est un peu paumé. Et bon, voilà. On cherche. Et c'est pour cette raison que ton personnage principal sur Wish, c'est une femme? C'était à dessein ou parce que tu aurais très bien pu prendre un héritier plutôt qu'une héritière? Oui, mais c'était vrai. Pour le coup, c'était vraiment un dessin parce que c'est vrai qu'on m'avait fait souvent la remarque dans mes 3 premiers films que j'avais souvent des personnages principaux masculins. D'accord. Et du coup, j'avais vraiment envie dans cette série-là d'avoir. Alors, bien sûr, j'avais des personnages principaux masculins, mais il y avait dans les personnages principaux, il y avait bien sûr des femmes, comme par exemple Firmin Richard, qui est souvent un personnage assez principal dans mes films. Mais là, j'avais vraiment envie d'explorer cette femme de 25 ans qui vient justement de cette nouvelle génération et d'aller analyser ces thématiques-là de profonds changements. Parce que la femme de 25 ans aujourd'hui, elle est très différente de la femme de 25 ans il y a une génération, très différente de la femme de 25 ans il y a 2 générations. Et les choses vont très vite en ce moment. Et moi, je trouvais passionnant d'essayer de s'intéresser à cette thématique-là et de la plonger dans tout un tas de situations relativement complexes et de voir en quoi ces réactions familiales allaient l'aider ou en quoi justement elle allait s'écarter complètement. Je prends une scène par exemple qui a beaucoup plu à Abidjan dans l'avant-première. C'est la scène où elle dit à son homme que toi tu m'as trompé et tu veux me quitter alors que moi j'ai accepté que tu me trompes 3 fois. Et elle dit putain de poids de la société antillaise, mon corps m'appartient. Et ça a provoqué énormément de réactions parce que c'est vraiment des problématiques qui
qui existent de tout temps, mais qui sont particulièrement importantes aujourd'hui. Et donc, je trouvais intéressant d'explorer cette modernité du changement du positionnement, du comportement de la femme. Et il y a rien de mieux qu'un personnage principal parce que c'est lui qu'on décrit le plus en général quand on fait un film. Et là, en l'occurrence, donc c'est la femme qui est la boss parce que comment elle reprend. C'est ça qui est assez particulier. Et c'est une femme potomitan aussi? Alors, c'est pas une femme potomitan, c'est une femme de 25 ans. Okay. Mais ce qui va être intéressant dans la première session de Wish, et les téléspectateurs pourront déjà le voir, c'est qu'entre le début de la série où il y a cette jeune femme un peu naïve, qui est pas vraiment aux affaires, elle est pas naïve d'ailleurs, mais c'est simplement qu'elle est pas aux affaires. Elle découvre, elle a pas de société à gérer. Et puis déjà, on voit au fil des épisodes comment elle s'endurcit très vite, comment elle apprend très vite, elle prend de l'épaisseur, et comment elle réagit de façon peut-être de plus en plus un peu plus dure, parce qu'effectivement, quand tu es une femme de 25 ans, faut aussi se faire respecter par tout un tas d'artistes de toutes les générations, par des requins, par des concurrents. Le monde de la musique est très compliqué, très difficile. Donc voilà, c'est de voir comment elle s'adapte à cette situation qui lui est imposée, où on la parachute chef d'entreprise d'un grand groupe musical, et de voir comment elle va devoir un peu s'endurcir et s'adapter. Et t'as pris l'exemple, tu t'es inspiré d'une histoire qui a vraiment eu lieu. C'était pas une femme, c'était un homme qui a repris le studio de son père, c'est ça aussi? Les studios, alors, je sais pas si je me suis vraiment inspiré, peut-être un petit peu, peut-être que c'est un clin d'œil, parce que oui, c'est un clin d'œil en général avec tout l'héritage musical. On a revisité plus de 60 chansons du patrimoine musical antillais dans Wish, que ce soit les musiques traditionnelles, les musiques urbaines ou le zouk. Et oui, je pense il y a toujours des clins d'œil à la réalité. Je pense pas que ce soit directement l'histoire des studios Depps, mais bien sûr, il y a forcément des choses qui m'ont inspiré. Le studio Depps, pour ceux qui connaissent pas, c'était le plus grand studio dans les années 80-90 aux Antilles, en Guadeloupe et en Martinique aussi d'ailleurs, où ils ont fait la promotion et la commercialisation de quasiment tous les plus grands artistes antillais qui sont partis à travers le monde avec l'émancipation de la musique zouk. Et donc, effectivement, le père, qui s'appelle Henri Depps, a transmis le studio à son fils, qui s'appelle aussi Henri Depps, mais qu'on surnomme Rico, et qui, lui, effectivement, était plus dans le développement de la musique urbaine, là où son père était plus dans les musiques traditionnelles et le zouk. Donc oui, bien évidemment, il y a quand même quelques similitudes. Mais je pense le cinéma qu'on fait est toujours inspiré d'un petit peu de ce qu'on a vu et de ce qu'on a vécu dans la vie. Forcément. Et puis, ça me fait aussi plaisir. Les studios Depps sont partenaires de Wish, puisque toutes les scènes de studio sont tournées dans le studio Depps actuel. D'accord. Et voilà, je pense que c'est intéressant quand on veut faire une série qui parle de l'avenir, qu'on souhaite de la musique antillaise, de faire aussi des références historique à quelque chose qui a été un véritable fleuron de la musique antillaise aux Antilles, comme les studios Depps. On va parler après de ta vision du coup de la musique, parce que c'est un sujet qui tient particulièrement à cœur. Mais comme on a parlé de la famille, et que là, l'histoire principale, c'est une histoire de transmission, et que de ce que je connais des Antilles, je suis pas encore allé, mais je dois y aller très prochainement. Tu seras le bienvenu. Ah, bon, on va se parler. Parce que très très bientôt, voilà. Il y a le sujet de la succession, tu vois. Et est-ce que c'est quelque chose que tu abordes dans tes films, et particulièrement là dans cette histoire-là de la nécessité d'organiser sa succession ou pas? J'imagine que c'est un sujet sous-jacent dans la succession, c'est un sujet incroyable. On pourrait faire plein de séries, films aux Antilles. Rien que dans la ville de Pointe-à-Pitre, on te dit qu'il y a énormément de ce qu'on appelle des dents creuses. En fait, c'est simplement des bâtiments familiaux, en fait, où on ne peut pas trancher la succession. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, qu'on découvre. Et du coup, il y a vraiment, côté héritage familial, les indivisions, c'est une thématique très très problématique aux Antilles. Et voilà. Et puis, ça fait aussi encore une fois, le sel de nos sociétés. Et c'est une thématique. Moi, je voulais, après Secret de famille, finalement, j'ai fait Wish, mais je pense qu'un jour ou l'autre, je ferai des films sur l'héritage familial. Mais tu as raison, il y a déjà la problématique de la succession qui ne va pas sans difficulté, parce que qui dit mort, en fait, d'un patriarche ou de quelqu'un d'important dans une famille, dit souvent, les secrets remontent à la surface, les tensions entre les membres de famille
refont surface et souvent c'est la mort de potomitan de la famille est souvent le moment où les familles se déchirent. Ouais. Et voilà, et il y a un petit peu de ça effectivement dans Wish. Aussi. Mais c'est pas un sujet que tu as voulu, parce que je te sens très politique dans ta manière de réfléchir ta création. Ouais. Et c'est pas un sujet sur lequel tu avais une parole à porter particulièrement. C'est venu de manière incidente ou pas? Non, pas du tout. Okay. Si, parce que en fait, si tu veux, comme j'expliquais dans mes films, je vais prendre un exemple. Quand j'ai fait Secret de famille, dans mon entourage, proche ou moins proche, j'avais beaucoup d'exemples de gens qui ne parlaient plus à l'un de leurs parents. Okay. Et j'avais certains cas de figure de parents qui sont morts avec l'enfant qui regrettait de ne pas avoir fait l'effort de renouer les liens avec l'un de ses parents. Moi, je trouve que ça faisait souffrir énormément de monde dans ce que je voyais dans mon entourage. Et j'ai décidé donc de faire Secret de famille pour faire cette histoire, c'est le film que j'ai tourné à Londres, d'un jeune qui ne parle plus à sa mère depuis des années parce qu'il y a eu un drame familial et qui finalement, juste avant qu'elle ne meure, va la voir une dernière fois, ce qui apaise tout le monde. Voilà. Et ça, c'est un exemple typique de choses qui me pas révoltaient, mais qui me rendaient extrêmement triste pour les proches. Ça m'est pas arrivé à moi, mais pour les proches à qui c'était arrivé. Et j'ai eu envie de faire un film pour parler de ça. Dans le même film Secret de famille, moi, je viens d'une famille avec mon grand-père qui vient de Basse-Terre. Okay. Et ses frères, ils ont grandi dans un environnement, ils étaient très pauvres. Et il y a mon grand-père qui a été professeur et qui a plutôt bien réussi. Et il y a un autre frère qui est resté très modeste. Et puis il y a un troisième frère qui a énormément réussi, qui est parti à Paris et qui était l'avocat des plus grandes familles de France, etc. dans les années 50, 60, etc., 70, 80. Et en fait, dans le film Secret de famille, le personnage que je décris fait un petit peu une référence à ce grand-oncle, parce que ce grand-oncle, pour réussir, il a un petit peu rejeté sa négritude, il a un peu rejeté son antillanité, et il essayait de s'écarter un petit peu de ses origines. Puis, origines sur la fin de sa vie qu'il a cherché à retrouver, mais c'était un petit peu tard. Donc, j'ai voulu parler de ce personnage qui avait tendance à repousser toute sa famille et son antillanité, et qui est banquier à Wall Street, et qui enfin pas à Wall Street justement, mais en Angleterre, et qui pour pouvoir réussir en fait, bien sûr, s'était marié avec une femme blanche irlandaise, etc., et surtout rejetait complètement tout ce qui était antillais. Et donc voilà. Donc je pense que dans chacun de mes films, il y a vraiment la volonté de toucher en fait un point sensible de la société et puis de le mettre à jour, non pas pour nous montrer nos défauts entre guillemets au visage, mais pour mettre une lumière sur cette problématique. Et d'ailleurs, pour reprendre le film Secret de famille, j'ai eu énormément de témoignages ou de gens qui sont venus me voir pour me remercier parce qu'ils m'ont dit écoutez, je vous remercie parce que grâce à vous, ça m'a permis de réfléchir et puis j'ai pu finalement aller voir mon père ou ma mère pour lui parler et je suis très content de l'avoir fait. Donc voilà, donc je pense qu'on a une utilité quand on est cinéaste dans les thématiques qu'on aborde et que il suffit qu'une thématique me semble suffisamment problématique de manière généralisée dans une société pour que j'en fasse un film. Et que tu mets ta lumière sur un sujet parce que pourquoi est-ce que je parle de tout ce qui est relatif à l'héritage? C'est qu'il y a beaucoup de gens dans mon écosystème et particulièrement des gestionnaires de patrimoine qui en font presque un cheval de bataille parce que les dents creuses, je connaissais pas ce terme, mais je vois très bien à quoi ça fait référence. Et ils me disent que en fait, on pourra jamais construire quelque chose de grand si on ne s'attelle pas au sujet de la transmission de notre patrimoine. Et donc, on ait cette nécessité-là de parler avec nos enfants, de préparer cette cette transmission-là, et notamment de réfléchir à l'héritage au sens où écrire un testament. Et dans nos traditions, et ce que j'entends des Antilles, mais ce que nous on vit aussi en Afrique, finalement, la mort, on n'en parle pas. Il y a tout un tabou, et donc ton travail permet finalement de mettre en lumière les conséquences de toutes ces choses-là et peut-être de changer les mentalités, quoi. Oui, mon travail, comme celui de beaucoup d'autres réalisateurs et producteurs aux Antilles ou même en Afrique francophone, il y a énormément de réalisateurs talentueux. Je vois
j'essaie de voir régulièrement d'autres films qui sont faits, puisque je suis président de l'association du long métrage antillais-guyanais. Ça veut dire que je projette énormément de films dans mes ciné-clubs ou dans d'autres espaces d'autres réalisateurs. Et c'est vrai qu'on prend plaisir parce qu'on se rend compte que eux aussi sont souvent dans cette démarche-là, de parler de problématiques tout simplement. Je viens de voir un film magnifique haïtien qui s'appelle Kidnapping Inc., qui est un film qui parle de la thématique du kidnapping qui est très problématique à Haïti. Et nous on a moins ce problème-là en Guadeloupe, donc chacun parle un peu des problématiques qu'il touche. Mais je pense que tous ces films-là, ils sont vraiment d'utilité publique parce que je trouve ce film-là assez beau, pour prendre l'exemple d'un autre réalisateur, parce que en fait, ça montre le côté ça montre que le kidnapping n'a aucun sens ni pour les ravisseurs ni pour les personnes kidnappées. Donc voilà, donc c'est un film un peu violent, mais c'est un espèce de road trip avec quelqu'un qu'on a kidnappé, et c'est très intéressant socialement, et ça montre justement cette aberration finalement pour tout le monde. Donc voilà, je trouve que c'est un film qui pourrait peut-être aider, par exemple, dans les années à venir, à son petit niveau, au moyen niveau, à peut-être faire baisser le nombre de kidnappings à Haïti. Donc voilà, donc je pense que c'est très intéressant de s'atteler aux problématiques qui empêchent une société d'avancer. Par exemple, dans Wish, je parle de la problématique dans le milieu musical, des sociétés de production musicale qui ont du mal en fait à avoir un modèle économique viable. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que quand un artiste devient fort, il se fait directement prendre par ce qu'on appelle une grande major, nationale ou internationale. Et du coup, le studio, le producteur local, et c'était pas vraiment le cas dans les années 80-90, il y avait encore beaucoup d'artistes entiers qui restaient en contrat avec les sociétés régionales et qui en vivaient. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'avec l'évolution du milieu musical, si un artiste est très bon, il va se faire prendre par une major systématiquement. Et du coup, le studio localement n'aura plus tellement d'artistes qui lui permettront de faire tourner la boutique. Donc il y a une véritable problématique économique qui peut amener carrément tout un pan de l'industrie, en l'occurrence les producteurs musicaux, à peut-être péricliter ou même faire faillite. Et du coup, c'est un véritable pan de la culture. On aura de moins en moins, peut-être plus un jour, de producteurs locaux et régionaux, ce qui est absolument fondamental pour mettre le pied à l'étrier, au moins, aux artistes quand ils se développent dans leurs premières années. Donc ça, pour moi, c'est une problématique très importante parce que le problème qu'on a dans la musique aujourd'hui est un problème qu'on a, là, pour le coup, dans le cinéma depuis 50 ans, comme je vous l'ai expliqué au début. Et il faut vraiment qu'on trouve régionalement nos modèles économiques pour pouvoir développer notre industrie. Et pour moi, la solution que je pense qui est absolument clé pour le cinéma, c'est le public. C'est-à-dire que nous, il y a une véritable prise de conscience, je pense que c'est un peu pareil dans l'Afrique continentale, que si c'est pas nous qui valorisons qui nous sommes, si c'est pas nous qui valorisons notre culture, personne d'autre ne va le faire. Et que le premier public qui doit porter économiquement les œuvres culturelles, notamment cinématographiques, ça doit être déjà nous. Parce que si un film on me dit, mais est-ce que tu fais des films que pour les Antillais ou les Afro-descendants? Je fais non, mais c'est ma cible principale. Parce que, bien évidemment, les films sont ouverts au monde entier à qui veut les voir. Et je serais très content que le reste de la France hexagonale ou les gens du monde entier aillent voir les films. Mais ma cible première, c'est le peuple entier et le peuple d'Afro-descendants. Pourquoi? Parce que je pense que ce peuple commence à prendre conscience que si lui-même valorise les œuvres, le cinéma africain, le cinéma antillais, en consomme régulièrement, forcément, économiquement, on aura déjà un premier socle qui nous permettra d'en faire très régulièrement. Et puis, une fois que ce sera lancé, il n'y a aucune raison pour que, comme les Nord-Américains l'ont fait, pour que les films après ne plaisent pas au monde entier. Pourquoi? Parce qu'économiquement, ils ont été faits avec suffisamment d'argent, donc ils seront de très bonne qualité, donc le monde entier aura plaisir à les voir. Parce qu'après, c'est une question d'argent. Le cinéma, c'est vraiment une industrie où il n'y a pas de miracle. Quand on regarde un film, on voit combien il a coûté. Tu peux pas faire des chefs-d'œuvre avec pas d'argent, peu d'argent. Ah si, tu peux faire un chef-d'œuvre avec pas d'argent, mais on voit que c'est un chef-d'œuvre qui a pas coûté grand-chose. Tu vois? Oui, je comprends. Je crois que c'était le projet Blair Witch, qui était un film qui avait coûté 3 francs 6 sous et qui avait un succès exceptionnel il y a une 20aine d'années. D'accord. Bon, on voit que le projet Blair Witch, il y avait pas un rond.
Ou tous les films en huis clos, tu vois. Oui. C'est le meilleur moyen de voir qu'il n'y a pas d'argent. Ah ouais, c'est ça. Il n'y a pas de scène en plein air parce qu'il faut refaire les décors, mobiliser des gens, effectivement. Ça n'empêche pas qu'on peut réussir de beaux films avec très peu d'argent, mais quand même la tendance actuelle, les jeunes sont de plus en plus habitués à voir des choses où il y a de l'argent. C'est pour ça que le cinéma africain d'ailleurs en pleine expansion. Tout à fait. On regarde par exemple des séries d'Afrique du Sud. Au niveau de la qualité d'image, c'est exceptionnel, mais... Sur Netflix, là, tu les vois, les gars ont mis les moyens, quoi. Bah, tu regardes tout de suite le budget à côté, puisqu'on a des outils pour voir aussi le budget, de toutes ces œuvres. T'es rarement surpris, en fait. Ouais. Voilà. Ouais. Donc le cinéma bénéficie du développement économique. Enfin, c'est ça. Oui, et il y a aussi autre chose, c'est que moi, comme je te disais, j'ai monté, quand j'étais petit en Guadeloupe, il y avait 4 ciné-clubs rien qu'à Pointe-à-Pitre, où j'allais, avec mes parents pour voir des films. C'était un espace d'échange intergénérationnel, déjà. Et quand je suis retourné il y a 12 ans en Guadeloupe, il y en avait plus aucun. Dans toute la Guadeloupe. Ok. Voilà. Donc, du coup, ma première action, au lieu de faire sortir mon 3e film, le terminer, ça a été de mettre tout ça en stand-by pour recréer une association, recréer des ciné-clubs en Guadeloupe. Parce que la première chose, à mon avis, c'est qu'il faut déjà accompagner notre public à voir nos œuvres. Ouais. Quand on a l'habitude de voir des blockbusters américains à 200 millions de dollars et qu'on demande aux gens de voir un film à petit budget, c'est très difficile, surtout les jeunes. Ouais. Donc, il faut leur apprendre les codes du cinéma antillais, comme on a appris d'ailleurs à une époque aux gens les codes entre le cinéma français et le cinéma américain. Quand on voyait un film avec Gabin et De Funès, c'était pas du tout la même narration, le même type de film que quand on regardait Rocky ou Rambo ou Le Parrain de Coppola. Et pour ça, il y a un apprentissage. Il faut apprendre à savoir comment avoir simplement un film entier. Et concrètement, comment? Parce que je comprends l'idée de créer des salles. Là, pour moi, c'est plus une problématique de distribution. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir le film, mais si t'as pas des endroits pour le projeter, en fait, ton film, personne va le voir. Mais maintenant, de transmission des codes, c'est là que j'arrive pas très bien à comprendre comment est-ce que vous y prenez. Mais par exemple, dans les ciné-clubs, on projette des films et on fait l'explication de ces films. D'accord. On explique aux gens, par exemple, que si on leur projette un film qui s'appelle Coco la fleur, le premier film entier de l'histoire en 1979, mais une bande de jeunes à regarder le film, ils vont sortir de la salle au bout de 2 minutes parce que l'image est vieillotte, le son est moyen et puis même le rythme du film est beaucoup trop lent. Mais par contre, si justement, c'est un côté, c'est pas le bon terme, on parlait de kidnapping, mais on parlait à un moment donné de prise d'otage des gens dans les ciné-clubs, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la salle est immergée dans le noir, je sais pas si tu sais, dans les avant-premières, c'est très dur de partir de la salle, ça fait pas poli. Ouais. Mais du coup, les gens restent pour regarder le film de A à Z et souvent, ils sont pas déçus. Parce que même si les jeunes voulaient partir au bout de 5 minutes, finalement, au bout d'une heure et demie, ils se disent, c'est quand même bien. Ouais, et donc, il y a ce côté, dans les ciné-clubs ou dans l'association que je fais, forcer, entre guillemets, ou pousser les parents ou les grands-parents à demander à leurs enfants et petits-enfants de les accompagner pour voir ce genre de film. Parce qu'une fois qu'ils en ont vu 1 ou 2, après, ils adhèrent. Et ça leur plaît. Ouais, j'entends. Donc c'est un peu comme, pour moi c'est un peu similaire à un enfant de 8 ans qu'on amènera à l'opéra et qui n'aurait pas du tout envie d'aller à l'opéra parce que d'emblée il aimera pas ça va l'ennuyer. Mais si tu accompagnes ton enfant, on parlait de théâtre tout à l'heure, un peu au théâtre, un peu à l'opéra, au bout d'un moment son oreille va s'éduquer à ce type de musique, s'habituer et ça fera peut-être au final des gens qui sont fans d'opéra. Voilà. Donc, il y a un véritable accompagnement, à mon avis, parental qui doit se faire. Si, par exemple, les enfants voient que leurs parents écoutent de la musique africaine ou de la musique antillaise ou regardent des films africains, regardent des films antillais, et si les enfants grandissent dans cet environnement-là, automatiquement, ils seront amenés, eux aussi, à regarder, à écouter de la musique antillaise, de la musique africaine, à regarder des films antillais, des films africains. Je pense que c'est une éducation qu'on doit donner à nos enfants. Moi, j'ai été éduqué par un père qui m'a appris, par une mère, et un père aussi d'ailleurs, qui m'ont appris à écouter tout type de musique antillaise. D'accord. Et c'est pour ça que dans ma série Wish, c'est aussi un carrefour générationnel. Moi, j'écoutais énormément de Big In, de Mazurka, de Groka, de toutes les musiques traditionnelles aux Antilles. Et c'est pas un hasard aujourd'hui si je fais une série. Je ne fais pas une série qui parle uniquement de zouk ou des musiques urbaines. Moi, j'ai grandi avec le zouk.
Kassav est né enfin, moi, je suis né l'année où Kassav a été créé. Donc, toute mon enfance, le zouk a eu cette expansion. Et puis, à peu près, dans les fins des années 90, il y a eu l'expansion de la musique urbaine, du hip-hop, avec que des gens qui étaient dans mon collège ou dans mon lycée, dans mes quartiers. Parce que la plupart des chanteurs de musique urbaine en Guadeloupe, que ce soit Admiralty, Sadik, Fokli, etc., Dali, ils habitent entre le Rézé, Pointe-à-Pitre, Loricisque et Bainbridge, qui sont les quartiers des villes des Abîmés de Pointe-à-Pitre où on a grandi, où j'ai grandi aussi. Donc voilà, donc si aujourd'hui je fais Wish et je fais une série sur l'industrie musicale, c'est tout naturel grâce à cette éducation qu'on a eue, j'ai envie de dire, les gens de notre génération. C'est tout à fait naturel que c'est une série qui parle effectivement de zouk et de musique urbaine, mais aussi de toutes les musiques traditionnelles. Et c'est pour ça qu'il y a ce côté intergénérationnel dans Wish. C'est parce qu'on a été éduqué à écouter et généralement à apprécier l'ensemble des musiques antillaises dans toute leur diversité et leur richesse. La question qui m'a interpellé, et même quand j'écoutais l'interview là en venant, je me suis dit, mais ça, je pense que beaucoup de gens rêvent de ça, de fédérer les écosystèmes, de fédérer les anciens, les nouveaux, parce que en fait c'est ensemble qu'on est plus fort, il y a aucun doute là-dessus. Maintenant concrètement, comment est-ce que t'as fait? Parce que qu'est-ce qui fait que t'as réussi à mettre, et je t'entendais dire que t'as même mis des gens qui ne s'entendaient pas, voilà. Quelle est la force du projet qui les a convaincus d'œuvrer tous ensemble? Alors déjà, il y a près de 100 techniciens dans Wish et je pense que le choix de ces techniciens a été aussi fait parce que on a humainement des gens qui sont assez exceptionnels. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, dans Wish, on a voulu que ce soit un rassemblement où on montrait l'exemple. Donc, ça veut dire que l'ensemble des techniciens de Wish, les chefs de poste, c'est une équipe 100% antillaise, bien le dire, ouais, parce que ça arrive jamais. Tu le dis souvent. Voilà. Donc, déjà, on voulait être preuve d'exemple. Donc, déjà, on monte une équipe qui est 100% antillaise. Parce qu'on ne dit pas qu'on veut développer le cinéma antillais en faisant venir des techniciens aussi bons ou meilleurs, ou c'est pas forcément le cas, soit-il, d'ailleurs. Et c'est souvent ce qu'on fait. C'est-à-dire que dès qu'on fait un projet, on a tendance à faire venir des chefs de poste d'ailleurs. Comme s'il y avait pas de ressources potables localement, quoi. Ça veut dire que d'emblée, on ne se fait pas confiance en nous-mêmes. Donc, dans Wish, déjà, l'équipe était 100% antillaise. Deuxièmement, dès le premier tournage, on a tenu à inscrire les jeunes en formation au cœur du projet. Ça veut dire qu'on a fait quelque chose qui se fait jamais, c'est que les techniciens chefs de poste, donc antillais de Wish, étaient systématiquement accompagnés de jeunes, que ce soit au son, à la lumière, à la caméra, à la régie, qui avaient des postes de techniciens. Et comme diraient mes co-réalisateurs Marc Boy et Dimitri Zandronis, ils n'étaient pas là pour amener du café, mais ils étaient là pour avoir des vrais postes de techniciens audiovisuels alors qu'ils étaient en formation. Par exemple, le perchiste, il y a un rôle fondamental dans un tournage, parce que si un perchiste fait rentrer son micro 15 fois dans la journée dans le champ de la caméra, ça veut dire que on perd des heures de tournage, et les heures de tournage, ça coûte très très cher, surtout quand on est parfois près de 400 sur le set de tournage. Donc 400 personnes. Il y avait 80 à 100 techniciens sur Wish, il y avait beaucoup d'acteurs, puisqu'il y a des scènes où il y a beaucoup d'artistes. Il y a une scène où il y a 8 chanteurs de zouk qui sont dans la même salle, il y a 12 personnes qui jouent, des fois il y a des soirées où on avait près de 200 figurants. Donc il y a quand même beaucoup de monde. Ouais, c'est vrai, et on a tout de suite montré la confiance aux jeunes. La troisième chose, c'est que j'ai réalisé les 2 premiers épisodes, mais à partir du deuxième tournage où on a fait les 8 autres épisodes, pour une saison 1 de 10 épisodes, on a réalisé ces 8 autres épisodes à 3 réalisateurs. C'est quelque chose qui se fait jamais. Parce qu'on voulait montrer dès la réalisation qu'on était capable de partager. On a toujours tendance à dire qu'il n'y a qu'un capitaine sur le bateau, et que donc dans un film, il doit y avoir qu'un réalisateur. Ben nous, on a montré qu'on pouvait être 3 et qu'on pouvait se partager. Collaborer, vous avez collaboré vraiment? On a collaboré vraiment. On était sur le set ensemble. C'est quand même toi qui avais le leadership.
Oui, enfin le leadership non, mais oui effectivement c'est mon projet, mais il y a des journées de tournage où en fait il y avait plus un réalisateur qui réalisait les scènes et les 2 autres qui étaient en soutien. D'accord. Donc on a véritablement fait tourner en fait la chaîne des responsabilités. Et pourquoi on a fait ça? Parce qu'on pouvait pas dire à 122 artistes qui sont les plus connus du monde aux Antilles, qu'ils soient chanteurs ou autres, on pouvait pas leur dire mais mettez votre ego de côté en partageant votre ego dans Wish, parce que ils ont l'habitude d'être seuls en scène, d'être la star. Eh bien là, on leur demandait de partager l'affiche, de partager l'image, les images. Il fallait que vous aussi vous montriez l'exemple. Et il fallait qu'on montre l'exemple. Je pense que ça, c'est la première raison, c'est qu'on a véritablement été honnête, je pense, dans notre démarche de rassemblement. Et moi, ce que je dis souvent dans mes interviews aussi, c'est que moi, je suis véritablement admirateur des artistes. Moi, je trouve, on a tous un côté artistique. Par exemple, nous, on fait des films, des scénarios, donc ça veut dire qu'on est des artistes, nous aussi. Mais moi, je peux dire en toute honnêteté que j'ai jamais à 100% tout lâché pour l'artistique. J'ai toujours eu aussi des sources de revenus autres. Par exemple, là, par exemple, je suis producteur-réalisateur de Wish, mais j'ai ma société Ayanaï Productions qui fait aussi des services aux entreprises, aux collectivités. Donc, notre gagne-pain est surtout là et aussi dans nos productions. Ce que je veux dire par là, c'est que les artistes, et je crois que c'est pour ça aussi que ça a fonctionné Wish, on est avant tout fans d'eux et admirateurs. Parce que c'est des gens qui ont souvent tout lâché, complètement pour l'art, sans filet, qui sont partis faire le tour du monde pour essayer pour avoir leur carrière. Et moi, il y a beaucoup d'entre eux qui m'ont confié qu'ils ne pouvaient pas, par exemple, ils ont été obligés de sacrifier le fait d'élever leurs enfants. Parce qu'ils avaient une carrière qui ne leur permettait pas, tout simplement, d'avoir une paternité normale. Donc, moi, déjà, quand il y a des gens qui font ce genre de sacrifice, moi, je suis hyper admiratif. Aujourd'hui, je suis producteur, réalisateur, j'ai des enfants. J'arrive quand même à les voir grandir. Pour certains d'entre eux, ils n'ont pas réussi parce qu'ils ont tout sacrifié. Donc, à partir du moment où on a ce rapport où on est déjà fan de la plupart des gens avec qui on est, admiratif de ce qu'ils sont, je pense qu'ils nous l'ont bien rendu et qu'ils nous ont, du coup, accompagnés dans ce projet. C'est vrai que c'est un projet assez unique. Moi, je sais pas s'il y en a eu beaucoup, par exemple, en Afrique continentale. Mais voilà, on avait vraiment envie de se rassembler. Et ce que j'ai toujours dit au début de ce projet, aujourd'hui, je vous l'annonce en scoop, on vient de dépasser le 1 million de téléspectateurs pour Wish, avant même la sortie sur France Télévisions. Donc, elle a eu un incroyable succès en Outre-mer. Elle a eu un très beau succès en France hexagonale pour les abonnés de Canal+. Et les premiers résultats en Afrique sur 23 pays montrent que la série plaît. Donc, j'ai pas encore tous les résultats. Et moi, j'ai vraiment envie que ce soit un très beau succès aussi pour la sortie France Télévisions. Parce que j'ai vraiment envie que toute la France hexagonale, et surtout, et aussi, et en partie, pardon, les afrodescendants, embrassent complètement cette série. Et je pense et j'espère qu'elle leur plaira. Et au-delà de cette série télévisée, c'est vraiment, je pense, un symbole d'union et qui ne demande qu'à continuer à croître. Et moi, je suis très content d'avoir, avec toutes les équipes, mené à bout ce projet, parce que c'est un projet qui ne demande qu'à ce qu'il y en ait d'autres et surtout à se développer. Mais je pense que on est dans un bon. D'ailleurs, je parlais de time to market. Mais véritablement, tu disais, il faut que la communauté soutienne et tout. Nous, on a beaucoup accompagné Fanon, tu vois, dans le cadre de c'est un ami, Jean-Claude, que je salue. C'est un ami de plus de 30 ans. Il l'a beaucoup soutenu. Parce que c'est un grand frère. Un peu. Il a quelques années de plus que moi. Et dès le départ, dès mon premier film, il a beaucoup soutenu. Mais tu vois, le travail, on a mené une opération qu'on a appelée Black Strike, où on disait, bon, allez, soutenez, partagez et tout. Et quand j'ai vu les résultats, même nous, on soupçonnait pas que ça pouvait être à ce point-là. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est d'abord la communauté qui soutient. Et comme la communauté soutient, après, les autres vont s'emparer de ça. Et donc, ça a été le cas sur Fanon, mais Zion aussi. J'ai vu les chiffres. Alors, moi, je n'ai pas eu l'occasion de voir encore, mais les chiffres sont ce qu'il y a de plus impressionnant. Donc, j'ai l'impression que la communauté est prête maintenant pour se dire, les champions, c'est pas les autres qui vont les faire. C'est à nous de les faire. Et donc là, 1 million sur Canal, c'est énorme. Je sais pas. Je pense même pour Canal, c'est un chiffre qui est honorable. C'est un très beau chiffre. Ouais. Très beau chiffre.
Alors, les plus grosses séries font plutôt 2-3 millions de téléspectateurs. Mais si on fait le ratio du financement de cette série avec son résultat, c'est, je pense, l'un des meilleurs ratios pour les chaînes de télévision. Donc, c'est très important. Et vraiment, je veux insister sur ce que tu viens de dire parce que je trouve ça fondamental. On est 2,5 millions de gens d'outre-mer en France qui vivent en outre-mer. Et on est 2 millions de plus, 2 millions et demi de plus, qui vivent en France hexagonale. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 4,5 millions de gens d'outre-mer, soit qui vivent dans les outre-mer. Tu mets quoi? Tu mets même la Réunion, tout ça, ou? Oui, bien sûr, tous les outre-mer. Et ça, c'est les chiffres. D'accord? Je sais pas pour les afro-descendants, mais on va dire qu'il y en a peut-être autant, voire même plus. Je pense qu'on est facilement 10 millions d'afro-descendants. Les chiffres parlent de 5 millions à peu près. 5 millions d'afro-descendants? Ouais, de personnes se disant noires. C'est ce qu'ils disent. Très bien. Parce que du coup, je pense que dans ces chiffres-là, il n'y a pas forcément les Antillais qui sont français. Ou les gens d'outre-mer. Je sais pas. Ouais, en tout cas, je pense qu'il y a 5 à 10 millions de personnes qui sont afro-descendants. On va dire ça comme ça. Que ce soit des Antillais ou des gens qui viennent du continent. Et qui vivent en Île-de-France ou que, voilà. Bah, c'est assez simple. Ça veut dire qu'en fait, si chacune de ces personnes venait voir Fanon, Fanon aurait 10 millions d'entrées ou 5 millions d'entrées. Quand on réfléchit à ça, donc ça veut dire que ce sera le succès de l'année chaque année. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'on aura une industrie du cinéma où bien évidemment, si un producteur sait que ça va être le succès de l'année avant même d'avoir fait le film, eh ben forcément, voilà. Et ça, on l'a dans la Caraïbe. Il y a un pays qui s'appelle la République dominicaine et où j'ai été plusieurs fois et où j'ai rencontré beaucoup les gens du cinéma. Ils m'expliquent que dès qu'un réalisateur de République, ils sont 11 millions d'habitants. C'est le pays qui est attenant à Haïti. Oui, bien sûr. Et ils me disent que dès qu'un réalisateur local sort un film là-bas, ils savent que ça va être le succès de l'année. Donc, ils ont développé une industrie cinématographique. Donc, ils ont les seuls studios caribéens qui sont des studios très, très, très grands quand même, relativement bien développés. Et donc, il y a une véritable économie du cinéma en République dominicaine. Donc, en fait, quand on comprend ça, on se dit, mais attends, on a la force du nombre. Donc, ça veut dire qu'on a les capacités, chacun d'entre nous, à développer notre propre cinéma. Tout à fait. Et ça peut aller très vite. Mais la question, et je pense qu'on va terminer là-dessus, c'est qu'est-ce qu'il convient de faire pour ça? Qu'est-ce qui manque? Parce que là, le travail et j'ai vu l'équipe de Fanon et ce que tu es en train de faire, tu m'as dit que tu es en roadshow, c'est déjà de votre côté vraiment être dans la générosité, aller partout. Ça, c'est la première chose. Oui. Mais voilà, qu'est-ce qu'il convient de faire? Mais moi, j'avais cette discussion-là avec beaucoup de réalisateurs et producteurs antillais, même d'outre-mer, parce qu'on se voyait souvent au Festival de Cannes. C'est là où on rencontrait des Guyanais, des Réunionnais, etc. Et même des gens sur le pavillon Afrique, d'ailleurs, on rencontrait aussi beaucoup de réalisateurs des pays d'Afrique francophones. Et je me souviens qu'on avait un débat et on n'était pas toujours d'accord. Moi, je prônais simplement le fait que quand on sort un film en salle de cinéma, qu'on devait faire un peu comme des rockstars, comme des musiciens, c'est-à-dire comme qui vont faire leur tournée de concert. Nous, on devait être en salle au maximum pour rencontrer notre public. Pas simplement dans l'avant-première, mais faire un maximum de projections pour s'adresser, ne serait-ce que quelques minutes après au public, pour fidéliser vraiment notre public. Et pourquoi les gens sont pas d'accord? Ben parce qu'il disait que quand on sort un film parce que c'est un métier quand même où tu travailles énormément sur ton produit, encore plus qu'un chanteur pour son album, et tu travailles des années et des années, par exemple, sur un seul long métrage, et que ce n'est pas le rôle forcément du réalisateur de venir à chaque projection pour parler aux gens. Eh ben moi, je pense que c'est ce que j'ai appliqué à chacun de mes films depuis 18 ans maintenant, depuis mon premier film, et je trouve que ça a permis de fidéliser un public qui m'a accompagné projet après projet. Et je pense que si les réalisateurs et producteurs accroissent leur présence auprès de leur public, qu'on va véritablement construire un public fortement. Et si on regarde, par exemple, les 2 longs métrages, donc la série Wish que j'ai faite qui est sortie, c'est le cas, puisque
crois que l'avant-première que j'ai faite là, ça devait être presque la 50e avant-première que j'ai faite. Ok, d'accord. Ouais. Et ouais, en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Paris et puis j'en ai fait une aussi à Abidjan. Ok. Et j'ai remarqué et j'ai vu que ce soit les équipes de Zayan ou les équipes de Fanon, et j'ai trouvé ça génial. Non seulement on fait une présence dans tous les médias, parce qu'il y a aussi beaucoup de producteurs et de réalisateurs qui disaient qu'ils veulent faire les gros médias, mais les soi-disant petits médias, ils veulent pas les faire. Moi, j'ai toujours prôné le fait de faire tous les médias possibles et imaginables, parce que chaque média répond à un public, et peu importe le nombre, l'important c'est de parler à tout le monde. Et puis, j'ai vu aussi qu'ils accompagnaient avec de nombreuses projections leurs films un peu partout, dans des endroits aussi reculés. Donc, moi, je trouve que c'est génial, ça va dans le bon sens. Et quand le public se sent respecté par ses producteurs et ses réalisateurs cinématographiques, je pense qu'il reste fidèle et a envie d'accompagner pour quel que soit le prochain film que Jean-Claude fera, que Nelson et Axel Changa-Lafleur, Nelson Foy et Axel Changa-Lafleur fera à l'avenir, ou moi-même, ou d'autres réalisateurs et producteurs. Et je pense qu'en ça, on a la bonne attitude, il me semble. C'est celle que je prône depuis longtemps. Et j'ai l'impression que beaucoup d'autres l'ont aujourd'hui, parce que dans la précédente génération de réalisateurs, notamment, c'est vrai que c'était assez rare de les voir aussi présents avec le public quand ils avaient fait un film. Donc, je trouve que c'est une bonne chose, et je pense que ça va aider à cimenter notre public. Donc voilà. Donc j'invite aussi le public, si tu me le permets, Bien sûr. à nous accompagner sur nos réseaux pour 2 raisons. Donc c'est Facebook ou Instagram, wish.caribbean, C-A-R-I 2-B-E-A-N, pour 2 raisons. La première, c'est que c'est encore une fois une aventure collective. Donc nous, on est très transparent. Vous avez vu que je vous ai parlé de budget sans problème, parce que je trouve que ça sert à rien de cacher les choses. Et puis on raconte toutes les étapes de l'aventure, où on est, ce qu'on fait. Donc ça, c'est vraiment bien si on est suivi donc sur ces réseaux-là. Donc wish.caribbean, Facebook ou Insta, comme vous voulez. Et puis la deuxième raison, c'est que on est en train de construire cette aventure aussi pour la saison 2 ou les saisons à venir, qu'on espère. Et puis que c'est vraiment l'endroit où on va faire les castings, où on va rassembler aussi, découvrir. Moi, il y a beaucoup de jeunes qui viennent du continent ou d'Île-de-France ou des Antilles, qui m'envoient des vidéos pour me montrer ce qu'ils font, pour me dire qu'ils aimeraient bien être dans Wish saison 2, etc. Et nous, ça nous permet de découvrir de nouveaux artistes. Dans Wish, il y a des artistes hyper connus, mais il y a des artistes aussi très peu connus. Donc c'est vraiment un melting pot générationnel, mais c'est un melting pot aussi de différents artistes, parfois qui débutent ou parfois qui sont connus internationalement. Et c'est ce joyeux mélange. Il y a aussi dans les comédiens, Firmin Richard en parlait hier, Métiès, l'actrice principale, qui est une chanteuse très connue aux Antilles. C'est l'actrice principale. C'était son premier rôle au cinéma, et les gens disent qu'elle crève l'écran, donc tant mieux. Mais c'était son premier rôle. Et elle donnait la réplique à Firmin Richard, qui elle est une actrice internationalement connue nationalement connue depuis longtemps. Et ben voilà, donc Wish a été aussi l'espace où il y avait cette rencontre entre les gens confirmés et les gens qui débutent. Donc c'est un peu le trait général de cette aventure. On invite vraiment tout le public à nous rejoindre, à regarder la série, et puis sur à nous France rejoindre. TV. Est-ce qu'il y a des heures, ou bien c'est que sur l'appli Alors France TV, c'est que sur l'appli. Donc soit vous l'avez sur votre télé, vous ouvrez l'application France TV, celle que vous avez, France 2, France 3, où il y a tous les programmes en fait de France Télévisions, celle que les gens utilisent pour les Jeux Olympiques, pour Roland Garros, etc. D'accord. Donc vous l'ouvrez et puis vous tapez Wish, et puis vous aurez accès gratuitement et intégralement directement à la série. D'accord. Donc elle dure 4h30, 10 épisodes. Donc faites-vous une bonne soirée si vous voulez la binger, ou si vous voulez la voir petit à petit, comme vous voulez. Et puis si vous n'avez pas l'application encore, ben c'est assez simple. Vous téléchargez l'application n'importe quel App Store, France TV, voilà, sur votre téléphone ou sur vos tablettes, où vous voulez. Et puis une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'installez, et puis vous tapez Wish dans la barre de recherche, et là vous aurez aussi accès à la série. Donc vraiment, j'invite tout le monde à la regarder, et puis aussi à commenter pour savoir ce que vous en avez pensé, et puis continuer à construire cette aventure-là ensemble.
Avec grand plaisir, on va regarder tout ça. Merci d'être venu pour nous en parler. Et on vous souhaite de la réussite, hein, toute l'équipe, et que ce projet-là soit le début d'une nouvelle aventure, en tout cas, en matière de série. Merci beaucoup. T'en prie. À bientôt, Julien. À bientôt. Ciao.